Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Très rapidement, je vais revenir sur ma précédente vidéo, petite vidéo que j'avais faite de 10 minutes, c'est un miracle, sur Lola. Cette vidéo, elle avait pour fonction d'essayer de vous faire comprendre que le problème est beaucoup plus large, malgré le fait qu'en effet, il y a de la récupération politique. Alors, tergiversation, polémique, toutes ces mégères effarouchées qui essaient d'attirer l'émotionnel de l'opinion par rapport au fait que les méchants extrêmes droite qui font de la récupération. Oui, mais j'ai envie de dire, le problème, c'est que le drame de Lola, il a été médiatisé. Donc à partir du moment où les médias en ont parlé, les politiciens, eux, font leur boulot de politiciens. Ils récupèrent l'information, ils s'en servent pour leur idéologie, pour critiquer, pour balancer, pour argumenter contre un parti politique, contre un mouvement politique, contre une idéologie, contre un gouvernement. Sauf que, évidemment, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, le problème de Lola, c'est que c'est aussi un symptôme. Un symptôme qui, avec les jours là qui viennent de s'écouler, on se rend compte qu'il y a énormément sur les réseaux sociaux de gens qui commencent à dire « il y en a ras-le-bol ». C'est la goutte qui fait déborder le vase. Alors, au-delà évidemment du problème, encore une fois de plus, qu'il s'agit d'un individu, d'une individu, qui logiquement n'aurait pas dû rester sur le territoire français, mais comme l'avait dit, et je l'avais répété dans ma précédente vidéo, Dupond-Moretti, qui dit « je pense qu'il doit y avoir un recours, et les recours c'est long, etc. » Mais oui, mais c'est ça le problème qu'on vous reproche. C'est que des gens qui ne devraient pas rester sur le territoire français, eh bien, ont des opportunités, ont des bénéfices, se planquant derrière des institutions qui ont été mises en place sous le prétexte de droits de l'homiste, sous le prétexte humaniste. Pour le droit à l'humanité, pour le droit à la solidarité, eh bien, nous laissons des individus pouvoir pourrir la situation sur le plan de la société. Pire, on a des témoignages de gens qui ne sont pas français, qui sont d'origine marocaine, tunisienne, algérienne, qui sont les premiers aujourd'hui à dire au gouvernement « mais putain, faites quelque chose ». Parce que eux, ils ont la double peine. Non seulement parce que lorsqu'il s'agit d'individus qui représentent leur communauté, parce que même s'ils sont français, on va arrêter de délirer 2 minutes, ce sont des Français d'origine immigrés. Ce sont des Français qui parfois préfèrent plus le pays de leurs racines que la France. Et inversement, vous avez aujourd'hui des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des gens du Maghreb, des gens même d'autres pays, grande majorité peut-être aussi musulmans, des gens de pays d'Afrique noire, qui aujourd'hui sont les premières victimes de ces actes, de ces individus, de ces incivilités, de ces violences, de cette sauvagerie, de cette barbarie. Et ils le comprennent. Lorsqu'ils voient un gouvernement qui ne fait rien, lorsqu'ils voient même, exactement comme aux États-Unis avec BLM, des gens qui à un moment donné défendent l'indéfendable, sous le prétexte de l'humanisme, de la solidarité, forcément, il y a un moment donné où ça coince. Et c'est peut-être justement la raison pour laquelle des gens comme Borne, Moretti, Attal essayent justement de jouer la carte de l'émotionnel, de la sensiblerie. C'est honteux, c'est inadmissible, c'est indécent, c'est à vomir. Parce qu'ils savent que dans l'opinion, là, en effet, c'est peut-être la goutte qui fait déborder le vase. Et que par conséquent, ils sont en première ligne en tant que responsables. Alors évidemment, on fait les comparaisons avec ce que certains ont récupéré politiquement, la fameuse affaire de Théo, les affaires concernant aujourd'hui même les personnes qui se font tuer par des policiers pour des refus d'obtempérer,
dans des circonstances qu'évidemment on balaye très rapidement pour ne retenir que « Ah, la police tue ». L'affaire Adama. Ah, l'affaire Adama. Oui, récupération. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que ça touche le racisme, ça touche la discrimination, ça touche la violence policière. Eh oui. Idéologiquement, force est de constater qu'aujourd'hui, là, il y a une fissure qui vient de s'ouvrir, supplémentaire, dans ces idéologies, qui consiste à prendre plus de considération envers des gens qui sont issus de l'immigration, des gens parfois qui ont des CV plus longs que mon bras en matière de criminalité, qui ont été condamnés, qui ont fait de la prison, qui sont connus des services de police. C'est eux qu'on préfère soutenir, combattre contre le racisme systémique. En revanche, une pauvre gamine de 12 ans qui se fait massacrer par une Algérienne qui était sous le coup d'une reconduite à la frontière, procédure administrative, mais que parce que peut-être il y a eu un recours, d'ailleurs on ne sait toujours pas s'il y a eu un recours, hein, voilà, bingo. Après on nous parle des parents aussi, oui, les parents. Les parents ont demandé de ne pas faire de la récupération politique, respecter la volonté des parents. Oui, surtout que ce qui est marrant, c'est que on entend ça après que les parents aient été invités à l'Élysée par Emmanuel Macron. Je dis ça, je dis rien. On continue dans l'absurdité, dans le gigantisme. Avez-vous vu ce qui se passe actuellement à Bruxelles, avec cette fameuse commission parlementaire sur les contrats Pfizer? Eh bien, figurez-vous que la sauce commence à monter au vinaigre. Il y a récemment confirmation d'informations qui remettent complètement en question les décisions politiques d'un certain nombre de pays européens, et plus particulièrement la France. Vous ne les voyez pas, ces gens qui sont en train de rendre compte en tant que députés parlementaires européens. Alors évidemment, ce sont des parlementaires d'opposition, des parlementaires de partis conservateurs. Certains feront évidemment tout de suite, oui, mais de toute façon, c'est de l'extrême droite, hein, donc ça n'a aucune importance. Faut vous faire vacciner. Oui, sauf que le problème, c'est que là, maintenant, aujourd'hui, on a la révélation que finalement, tous les discours, et souvenez-vous, c'est pas de la fabulation, on vous a bien dit, Véran vous a bien dit, Buzyn vous a bien dit, Sim, fameux guignol télévisuel, qu'il faut vous faire vacciner parce que ça vous protège du Covid. Ah oui, alors après on a dit oui, mais ça protège en fait de la forme grave. Ça n'empêche pas que vous allez choper le Covid. Mais même encore aujourd'hui, quand il y a des gens qui disent oui, mais attendez, on se fait vacciner, mais ça ne va pas nous empêcher de choper le Covid. Donc ça veut dire qu'on a une chance sur deux que le vaccin nous protège, non pas de ne pas choper le Covid, non pas de tomber malade, mais d'avoir une forme grave. Donc finalement, et encore. Quelle est la proportion aujourd'hui de gens qui vont tirer un bénéfice-risque? Vous savez, ce fameux bénéfice-risque. Eh bien aujourd'hui, on est incapable de le dire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, toutes les études qui sont faites sont des études qui sont corrompues, qui sont en collusion, pour ne pas faire remonter un certain nombre de chiffres. Je vous rappelle que depuis l'année dernière, le fameux CDC américain a arrêté, alors je crois que c'est cet été, oui c'est cet été, ou l'été dernier, je ne sais plus, non c'est l'été 2020, avait arrêté la ventilation. La ventilation, sous-entendu, faire du détail statistique, c'est-à-dire prendre en compte les pathologies, les dossiers médicaux des gens, leurs conditions de santé avant la Covid, pour ensuite pouvoir faire du comparatif et se rendre compte que si des gens sont tombés malades, s'il y a des gens qui ont des effets secondaires durables, s'il y a des gens qui sont morts, c'est pas tellement à cause du vaccin. Oui, c'est à cause du vaccin, mais en réalité, avant, ils avaient déjà des pathologies, ils avaient des comorbidités, comme on disait. Donc, c'est pas trop la faute du vaccin. Sauf que ces chiffres-là, aujourd'hui, on les a pas. On a des chiffres, mais le problème, c'est que ces chiffres sont incomplets, ou tout du moins font un reflet d'une situation, mais la situation est plus complexe.
mais on n'a pas les détails. Sauf que là, quand ce sont des responsables de Pfizer qui le disent, parce qu'ils sont sous serment, qu'ils n'ont pas testé la capacité du vaccin de vous protéger contre la contamination. C'est-à-dire que, en effet, on a joué sur le fait que le vaccin comme tous les vaccins, c'est vous protéger contre le développement. C'est vous protéger contre une situation symptomatique d'un virus. Quand vous vous faites vacciner pour la grippe, ça ne veut pas dire que vous ne risquez pas de la choper. Vous allez la choper, mais vous êtes vacciné, votre défense immunitaire est équipée, donc vous allez peut-être avoir un petit mal de crâne, un petit nez qui coule, petite poussée de fièvre, ou ça se trouve vous n'allez rien avoir du tout, parce que votre organisme il a fait le boulot. Contrairement à quelqu'un d'autre qui lui aussi va se faire vacciner, mais parce que il est fatigué, il a des manques, des carences, ou il a une maladie déjà sous-jacente, lui aussi, il a peut-être une chance que le vaccin va l'aider, va aider son immunité à ne pas tomber malade. Il va choper le virus, mais le virus va être inoffensif pour lui. Tout comme il va avoir la grippe. Tout comme vous avez des gens très bonne forme, très bonne santé, qui s'entretiennent, qui vont choper la grippe, alors qu'ils sont vaccinés. Comme ils vont choper la grippe, mais ils vont pas être malades. Parce qu'ils sont vaccinés. Tout comme vous avez des gens, alors là, qui ne se font pas vacciner et qui peuvent choper la grippe, mais il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'ils ont les bonnes armes, les bons outils pour lutter contre le virus. Je vous avouerai que c'est mon cas, puisque je ne me suis jamais fait vacciner contre la grippe depuis 30 ans. Et pourtant, Dieu sait que j'ai eu des activités avec du contact de public, avec des gens parfois pas forcément très responsables, qui viennent des fois au cinéma, alors que tu sens bien qu'ils ne sont pas bien dans leur tête. Et pourtant, j'ai jamais chopé la grippe. Oh, quand je dis j'ai jamais chopé la grippe, je l'ai chopé. Ça se trouve que j'ai chopé le virus, mais le virus, il a été combattu par mon immunité. Et mon immunité s'est même adaptée à ce virus pour que l'année suivante, le nouveau virus, la nouvelle souche, mon organisme était disposé et prêt à lutter contre. Sauf que le Covid, le Covid en effet est plus spécifique et plus agressif pour certaines pathologies, mais finalement aujourd'hui, vous avez des gens qui sont peut-être vaccinés une dose ou 2 doses, qui ont peut-être chopé le Covid, mais qui ont été asymptomatiques. Donc tout ça, je faisais un petit peu ce rappel de la réalité. Sauf que là, aujourd'hui, vous avez un vaccin, donc ce vaccin Covid, qui protège des formes graves, mais qui n'empêche pas la contamination. Qui n'empêche pas la contamination, qui en plus de ça, n'a pas été testé pour savoir s'il pouvait éventuellement protéger les gens de la contamination. Donc je ne sais pas si vous prenez conscience de ce que ça veut dire. Ça veut dire, que la loi de santé publique qui a été votée en France possède certains textes, certains décrets, qui ne reposent en réalité que sur un mensonge. Et qui plus est, tous les personnels aujourd'hui hospitaliers qui sont suspendus parce qu'ils ne sont pas vaccinés, quand Pfizer vous dit « oui, notre vaccin n'empêche pas les contaminations », donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, vous avez des gens qui sont vaccinés, mais donc qui peuvent choper le virus, ne pas tomber malade, mais contaminer les malades. Et on nous fait croire que ceux qui ne sont pas vaccinés sont plus dangereux. Alors qu'en réalité, non. Que le vaccin est en fait une protection individuelle, spécifique à chacun d'entre nous.
Je ne reviendrai pas sur le fait que c'est de l'ARN et que, en effet, on n'a pas suffisamment de recul sur l'usage de l'ARN en usage thérapeutique de masse. Parce que ça aussi, hein, on noie un petit peu le poisson. Et que, en réalité, comme je l'avais déjà dit, hein, bah vous êtes des cobayes. Vous êtes des cobayes, parce que vous servez aujourd'hui la science pour savoir, eh ben, finalement, alors, la moyenne de gens, alors, ceux qui ont tel problème de santé, quel est le pourcentage de gens qui ont eu des conséquences ou des effets secondaires graves, etc. Est-ce que c'est lié à leur maladie sous-jacente C'est ce qu'ils sont en train de faire, hein. C'est ce qu'ils sont, sur lequel ils sont en train de travailler, sur lequel il y a plein de gens qui sont en train de faire des rapports, des métadatas, etc. Ces mêmes métadatas que certains vous disent oh, lisez, cultivez-vous de science. Ben oui, mais justement, on se cultive. On se cultive parce que là, vous avez les dossiers de la FDA qui sont disponibles. Quand on les lit, on retrouve exactement les mêmes problèmes qui sont aujourd'hui ceux découverts par la Commission parlementaire européenne. Sauf que... Et évidemment, qu'est-ce que ça soumet? Ça soumet la question, est-ce que, contractuellement, puisque je rappelle, c'est une commission européenne pour avoir des réponses sur les contrats passés par l'Union européenne, et donc de la Commission européenne, dont la présidente est Madame von der Leyen. Souvenez-vous, on avait entendu dire que von der Leyen avait... il y avait eu des SMS qui avaient été échangés avec Big Pharma pour confirmer qu'il n'y avait pas de souci, de toute façon, les contrats, on les signera. Sauf que ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est que des députés européens ont réussi à obtenir de constituer une commission, c'est pas une commission d'enquête, hein, c'est une commission consultative. Parce que là, la commission d'enquête va plutôt vers un domaine juridique, voire même pénal. Cette commission, aujourd'hui, elle sait qu'il y a eu 3 contrats. Cette commission, certains députés ont eu en effet ces fameux documents qui ont été publiés, mais dont beaucoup de pages étaient stabilotées, comme on dit, étaient censurées, de certaines données, sous le prétexte du secret des affaires. Sauf que le 3e document, le 3e contrat, donc là, un des plus gros, je crois que c'est 3 milliards hein, d'euros, je crois, un truc comme ça. Les députés ont fait donc une demande pour avoir ces documents comme ils ont eu les 2 premiers documents. Eh bien, ils n'ont jamais eu ce document. Et attendez, il y a pire. La structure administrative de l'Union européenne est équipée de ce qu'on appelle aussi une Cour des comptes, comme nous avons en France, comme nous avons aux États-Unis. Cette Cour des comptes, c'est un organisme ultime qui garantit la transparence, la sécurité et qui plus est le respect des valeurs et principes démocratiques de l'Union européenne. Eh bien, même cette commission n'a jamais vu ce contrat. Cette commission de la Cour des comptes européenne, qui normalement se doit d'avoir ce document, ne l'a jamais vu, ne l'a jamais reçu. Et pour cause, des soupçons, je dis bien des soupçons aujourd'hui, pèsent sur la tête de von der Leyen comme quoi elle aurait signé le 3e contrat sans prise de connaissance, sans même d'études préalables. C'est-à-dire ce qu'on fait en général, c'est-à-dire appel d'offres. Appel d'offres, on étudie toutes les offres, etc. Et puis l'offre qui est la meilleure, hein, pour ceux qui travaillent dans le commerce, plus particulièrement le commerce de gros, etc., savent comment ça se passe, hein, même dans l'administration. La fameuse administration, service public, quand ils ont des besoins, eh bien, ils font des appels d'offres. Et chacun, pour la libre concurrence, fait une offre, une proposition commerciale, etc. Eh bien, apparemment là, von der Leyen est passée en fait complètement au-dessus. C'est-à-dire que ses limites,
elle a signé un chèque en blanc à Pfizer. Ce qui est totalement interdit par les réglementations et la Constitution européenne. Et c'est pour cette raison que vous n'entendez pas parler de cette affaire. C'est pour cette raison que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on est plusieurs à essayer de relayer ça au maximum pour que les gens prennent conscience que là, il y a un réel problème de fonctionnement au sein même de l'Union européenne. C'est ce qu'on avait dénoncé depuis très longtemps. Donner autant de pouvoir à une commission européenne, un jour ou l'autre, c'est risquer de donner des pouvoirs à des gens non élus par les peuples. Encore une fois, hein, je l'avais déjà expliqué, mais on joue de sémantique. On dit oui, mais si, ils sont élus, puisque c'est les représentants des peuples européens qui élisent la présidente ou président de la Commission européenne. Alors que, vu le pouvoir qu'elle a, je pense qu'il serait plus démocratique que ce soit les peuples qui décident. Or, on joue sur le fait que le lien démocratique qu'ont les peuples européens, tout du moins des États membres, c'est l'élection du Parlement européen, des députés européens. Et c'est par le biais des députés européens que là, après, se décident des choses, se valident des choses en votre nom. Sauf que le problème, c'est, est-ce que vous vous souvenez du nom de votre député européen pour la France? Il y en a plusieurs. Ben non. Donc cette affaire, elle est très importante. Elle est très importante parce qu'elle révèle non seulement que au sein de la Commission, on a outrepassé le droit, et que par conséquent, non seulement von der Leyen devrait être démissionnée, mais en plus de ça, elle devrait répondre devant la justice, devant la Cour pénale européenne de ses actes. Mais en plus de ça, les États qui se sont servis de certaines lois, de certains textes, de certains décrets pour enfermer une doctrine sur l'opinion et accepter les suspensions de droits fondamentaux, eh bien même ces gens-là aujourd'hui devraient être présentés devant la justice. En l'occurrence, Véran, Philippe d'ailleurs qui apparemment on a appris que il a été mis en examen pour quelque chose, etc. Et tous ces journaleux là qui ont même eu des fois des propos que non. Tous ces gens qui ont été les complices de considérer qu'il était légitime de mettre en place un système, une société à deux vitesses. Les complaisants et les réfractaires. Alors attention, quand je dis ça, soyons clairs, je n'accuse pas les gens vaccinés d'être des traîtres. Ils sont victimes, tout autant que les non-vaccinés. Que ce soit vaccinés ou non vaccinés, tous les Français ont été victimes d'un État en totale corruption, en totale collusion pour un business mondial. Alors après, on peut me chanter, oui, mais vous êtes en train de faire du négationnisme, vous êtes en train de remettre en question l'existence du Covid, de la pandémie, etc. Je rappelle que cette pandémie, elle a tué 0,05% de la population mondiale en 3 ans. Vous prenez la cigarette, vous prenez l'alcool, vous prenez la sécurité routière, en 3 ans, ils ont fait plus de morts que la Covid. Donc il y a un moment, si vous voulez, il faut remettre de la perspective. Et se dire, ok, soit on a des gens incompétents à tous les niveaux, soit ces gens ont été mis à ces endroits-là parce que c'est des pleutres, parce que c'est des traîtres, parce que c'est des arrivistes, et qui finalement font le boulot de la destruction de l'État-nation.
Sauf que là, tout est en train de se fissurer. Tout est en train de se fissurer parce que personne n'avait prévu que finalement Poutine allait attaquer l'Ukraine. Personne n'avait prévu qu'il allait falloir soutenir l'Ukraine. Mais avec des conséquences, avec des dommages collatéraux énergétiques. Ils n'ont pas prévu. L'Allemagne, attention l'Allemagne, regardez bien ce qui est en train de se passer en Allemagne. Vous avez entendu, oui, là le G7, discorde entre Macron et Scholz. Oh, attention, l'Allemagne et la France ne sont plus d'accord. Mais putain de bordel de cul de merde. Les Allemands, on le sait depuis longtemps que le jour où ça va merder, ils vont retourner leur veste. On le savait qu'ils allaient jouer solo. Parce qu'ils sont dans la merde. Parce qu'ils étaient les premiers à être le plus dépendants du gaz russe. Et Macron qui rassure. Mais non, la solidité de l'Union européenne, c'est notre unité qui fait notre force. Oui, mais excusez-moi, mais quand on voit la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, les Croates, enfin les Balkans d'une manière générale, les Balkans où là encore, ça part un petit peu à volo aussi, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède. On a l'impression qu'il n'y a que la France qui dit amen à tout à l'Union européenne. Eh bien, j'ai envie de dire que finalement, quand vous voyez ce qu'il y a comme contestation, discorde, discussion, débat, et maintenant d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, mais qu'on se rend compte que la France, eh bien, j'ai envie de dire, finalement Macron n'a pas abandonné l'idée de vouloir récupérer le leadership européen de la main des Allemands. Et là, il en a une opportunité excellente. Ce type est en train de sacrifier la France pour un délire bureaucratique, mondialiste et corrompu. Et après, on entend des gens, parce que Truss vient de démissionner, oui, ben, si elle a démissionné, on le sait, hein, c'est la faute du Brexit. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Truss a démissionné parce qu'elle n'a plus les outils ou parce qu'elle a une incompétence qui s'est trop révélée à vouloir gérer les problèmes auxquels tout le monde est actuellement confronté. Ce n'est pas une spécificité britannique. Même si c'est plus compliqué pour eux à cause, évidemment, de leur système. Tout comme c'est compliqué pour l'Italie. Tout comme c'est actuellement compliqué pour l'Allemagne. Pourquoi c'est pas compliqué en France? Parce qu'en France, vous avez un pouvoir centralisé. La République est ainsi faite. C'est l'État. C'est pas les régions, c'est pas les départements, c'est pas les collectivités locales. En France, vous n'avez pas de Landers, vous n'avez pas d'État indépendant. Vous avez un peuple unique et indivisible. Et pas comme en Belgique, où vous avez des Wallons et des Flamands. Pas comme en Suisse, vous avez des Romands, vous avez des germanophones, même des italianophones. Je ne me souviens plus exactement comment on les appelle. Oui, vous allez me dire l'Allemagne. Oui, mais l'Allemagne, c'est un pays réunifié, c'est une jeune démocratie. C'est une jeune démocratie qui est née en 91 ou 92, lors de la réunification, et qui n'a pas été sans mal. Je rappelle, encore une fois, regardez les résultats des élections nationales, regardez le résultat du parti d'extrême droite AfD, où ils ont les meilleurs scores. Et vous allez vous rendre compte que tout d'un coup, mais en fait, tiens, c'est marrant, ça correspond plus ou moins à une grande majorité à ce qui était anciennement la RDA. Tiens d'ailleurs, à propos de la RDA, je vous recommande, si vous avez Netflix, cette petite série, qui est fort sympathique, qui s'appelle Cléo. Et Cléo, c'est une espionne de la RDA, dont on suit l'aventure, mais dans cette série, il y a un certain nombre d'aspects, un certain nombre de fonds, un certain nombre d'éléments très intéressants,
qui rendent compte un petit peu de ce que finalement a subi les anciens Allemands de l'Est. Le dépeçage, le rachat par des sociétés privées, par des oligarques, de tous les outils industriels d'État, de toutes les entreprises d'État, et dont la plupart ont été fermées pour délocaliser en Asie. Et du coup, vous avez des régions entières, dans certains Länders de l'Est, de l'ancienne RDA, qui se sont retrouvés en slip, avec plus aucune activité économique. Tout a été dépecé, délocalisé. Eh bien, c'est exactement ce qui était en train de se passer en Russie dans les années 90. Tout est lié. Et donc, pour revenir à cette Union européenne, pour revenir à cette gigantesque révélation sur le fait que Pfizer a balancé un produit, alors certes, qui a été testé, comme certains l'affirment. Il y a des multiples études qui ont été faites, multiples. Le problème, c'est quand on dit multiples, ça veut dire qu'il y en a eu plusieurs. Alors qu'en réalité, il n'y en a eu qu'une, celle faite par Pfizer, celle faite qui a été validée par des comités scientifiques tels que par exemple le Lancet, qui a été validée par un certain nombre d'autres études effectuées par des laboratoires indépendants. Enfin, indépendants, je me comprends. Et pourtant, on continue. On continue à vous vendre la 4e dose. On continue à vous vendre que le Covid va falloir vivre avec. On a même vu un laboratoire qui apparemment aurait développé un Covid, un modèle, une souche de Covid 80% plus mortelle que celle que nous avons subie. Expliquez-moi, c'est quoi l'intérêt de vouloir jouer les apprentis sorciers, à vouloir développer, mettre en place un nouveau virus Covid qui est plus mortel? C'est quoi le but? Je vous laisse trouver la réponse à la question. Et enfin, je vais terminer avec un phénomène, on vient de l'apprendre aujourd'hui. Vous vous souvenez certainement de cet acteur américain qui s'appelle Kevin Spacey. Excellent acteur, souvent glorifié, souvent adulé, charismatique, souvent très connu pour avoir été l'un des personnages essentiels et très porteur de cette série, enfin, adaptation américaine, The House of Cards, House of Cards qui est à l'origine une série britannique. Kevin Spacey vient de recevoir donc le jugement de cette affaire pour lequel finalement tout le monde s'était acharné sur lui, où d'ailleurs il a été l'un des acteurs qui a milité, sur lequel on a milité sur le fameux MeToo, avec l'affaire Epstein, avec l'affaire Weinstein, pardon, Epstein pareil, eh bien on vient d'apprendre que le jury a tout simplement décidé de le nommer not guilty, c'est-à-dire non coupable. La justice américaine a parlé. Alors, est-ce qu'il va y avoir un recours de la part de l'autorité publique, par la part de, comment on appelle ça, du procureur, de la partie civile? Voilà, je cherchais, ou à moins que c'était une plainte qui était faite en particulier, je ne sais plus. Enfin bref, certainement que pour sauver les meubles, il y aura certainement un appel. Parce qu'évidemment, si on se contente de ce jugement, ça veut dire que Kevin Spacey est innocent. Est innocent de tous les crimes dont on l'a affublé, accusé. Alors attention, je ne veux pas réhabiliter le personnage. Sans aucun doute, je pense qu'il a commis des actes sexuels, enfin, bref, les mœurs hollywoodiennes sont ce qu'elles sont. Mais il est quand même l'exemple que tout le monde s'est rué sur lui, que tout le monde l'avait reconnu coupable avant même d'être jugé, qu'il a été une tête de Turc, un bouc émissaire
de tous les fanatismes féministes, de tous les fanatismes d'une manière générale, à vouloir en faire une personne à sacrifier, une personne à éliminer, une personne à détruire. Force est de constater qu'ils ont réussi puisque il a perdu tous ses contrats, il a même été viré de la série House of Cards puisque la dernière saison c'est finalement Robin Wright qui a réussi à convaincre et à coproduire la dernière saison, mais qui au final n'a absolument aucun intérêt, puisque ce qui faisait l'intérêt, c'était réellement ce personnage que Kevin Spacey jouait, de ce président assez acerbe et sans pitié. Et Kevin Spacey, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Est-ce qu'il va pouvoir revenir au cinéma ou à la télévision? Il y a de fortes chances que non. Pourquoi? Parce que le cinéma et la télévision, aujourd'hui, sont à genoux devant les idéologues, devant les idéologies féministes, devant les idéologies MeToo. Et donc, il y a de fortes chances qu'il ne retrouve pas du boulot, ou tout du moins dans les grands réseaux. Peut-être qu'il réussira à trouver des rôles dans du cinéma indépendant. Et que si jamais, dans un film indépendant, il brillera et permettra à ce film, pas sûr. Pas sûr, pourquoi? Parce qu'il y aura toujours derrière des associations, des mouvements pour faire du boycott. Pour dire aux gens, n'allez pas voir son film là. Si vous allez voir ce film avec Kevin Spacey, ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui, que vous êtes d'accord pour le harcèlement sexuel. Il est où là le petit côté genre, oui, il faut séparer le talent de l'homme? Et Polanski, vous en faites quoi? Parce que je rappelle quand même, Polanski... C'est le problème. Alors, en effet, si aux États-Unis, on a une fâcheuse tendance, en effet, à plutôt considérer Polanski comme devoir répondre à la justice de ses actes. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, vous avez quand même des gens qui disent, limite, c'est... vous savez, le milieu artistique, hein, touche pipi. On a même récemment, d'ailleurs, j'ai pu voir, Emmanuelle Seigné, qui est sa compagne, qui est venue se pointer la gueule enfarinée, et d'ailleurs elle a pris un sacré coup de vieux, pour essayer de défendre son mari. Limite essayer d'apitoyer l'opinion sur le sort de ce pauvre Roman Polanski. Alors, j'entends bien que malheureusement, l'opinion aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'internet, etc., ont très fâcheuse tendance parfois à se substituer à la justice. Et parfois condamner des gens à tort et à travers, et parfois gâcher, détruire, pas seulement des carrières, mais aussi des vies. Au final, pour apprendre que la personne était totalement innocente, et qu'elle n'avait absolument rien à se reprocher. Est-ce que les mêmes qui les ont accusés ont fait l'effort d'essayer de les réhabiliter, finalement? Ben non, jamais. Oh, combien jamais. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, tous ces gens qui sont véhéments et qui parlent au nom d'une idéologie, au nom de la culture, au nom d'une association, au nom du mouvement, au nom de l'humanisme et de la solidarité, et qui le font de façon vulgaire, véhémente, haineuse, colérique, eh bien ces gens-là, j'ai envie de dire, il va falloir les écarter, parce qu'ils sont nocifs. Et c'est les mêmes. C'est les mêmes aujourd'hui qui sont en train de réagir contre la récupération de Lola par l'extrême droite, qui sont en train de réagir contre la Russie, alimenter la russophobie, faire en sorte que à la limite ils seraient d'accord pour qu'on bombarde et qu'on rase de la carte la Russie, parce qu'ils sont méchants les Russes. Soudain ces gens-là, quand on leur dit « ouais mais attendez, donc ça veut dire que vous considérez que tout ce qui est russe, c'est à vomir. Tout ce qui est russe, c'est à détruire. » Est-ce que la gamine qui a 12 ans, qui s'appelle Lola Relovsky, qui habite en plein milieu de la Sibérie, est-ce qu'elle est responsable des actes de Vladimir Poutine? Non. Actuellement, on est en train de vous dire qu'il y a des centaines de Russes qui sont en train de partir du pays. Oui, parce que ces Russes-là, ils ont peur. Ces Russes-là, ils ont peur de se prendre une bombe nucléaire sur le coin de la gueule
Parce qu'on n'est pas capable à un moment donné de dire, oh allez, doucement les brasses. Alors évidemment, on vous fait passer ces gens-là comme étant des gens qui veulent fuir la Russie de Poutine. Vous savez, la Russie, c'est le plus grand pays du monde. Vous pouvez vivre en Russie. Poutine, il fait ce qu'il veut. Si vous habitez en dehors des grandes métropoles où évidemment là tout se passe, bah, vous pouvez vivre comme vous vivez peut-être en France, dans un petit village, dans un petit coin paumé, tranquille, peinard, à la campagne, loin des turpitudes, de la violence, de la folie des hommes dans les centres urbains. Même centres urbains où d'ailleurs il y a des gens qui vont finir par s'entretuer et s'entre-déchirer. Alors aujourd'hui c'est l'essence, demain ça va être le pain, ça va être le riz, ça va être le Nutella. Donc il y a un moment donné où, si vous voulez, l'humanisme c'est une chose, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre. Et se dire que, au vu de certaines circonstances, au vu de certaines situations économiques, sociales, culturelles, vous avez des gens qui en ont rien à foutre des droits de l'homme, de l'humanisme, de la solidarité. Ils pensent qu'à leurs pommes. C'est les mêmes d'ailleurs qu'on voit actuellement aux États-Unis qui nous refont le coup de l'année dernière ou il y a 2 ans où ils commencent à acheter des tonnes de PQ. Oui, je vous le dis. Là, les Américains sont en train d'acheter des stocks entiers de PQ. Tout comme en France, vous avez vu ces gens aux stations essence. Et je pense que d'ailleurs, toutes les vidéos qui ont été diffusées sur Internet, elles font réfléchir un petit peu sur la mentalité de certaines personnes. Des gens qui viennent faire un plein et qui se disent, bon, bah, je suis content, j'ai fait mon plein, donc je vais quand même en laisser aux autres, parce que les autres ont peut-être aussi besoin, comme moi, d'essence. Ben non, il y en a, ils ont amené 2, 3, 4 jerrycans d'essence pour les remplir, pour se faire des réserves. C'est de l'individualisme absolu. Et attention, ça ne touche pas qu'une catégorie sociale de la société, ça touche toutes les catégories sociales. On a vu aussi bien des gens populaires, des prolétaires, comme des bourgeois, comme des riches, faire en sorte de s'accaparer une part du gâteau pour ne laisser que des miettes aux autres. La logique. Et puis, je vais terminer cette petite aparté concernant ces problèmes de l'essence en France. C'est aussi révélateur de la servitude. Cette servitude qui fait que des gens sont prêts à se battre pour avoir de l'essence parce que sans l'essence, ils ne peuvent pas prendre leur voiture, sans leur voiture, ils ne peuvent pas aller travailler. Et s'ils ne peuvent pas aller travailler, ils ne touchent pas de salaire. Et s'ils ne touchent pas de salaire, ils ne vont pas pouvoir payer les factures ou régler leurs dettes à la fin du mois. Sans parler des patrons, des entreprises. Si jamais il manque un salarié ou 2, parce que le salarié n'a plus d'essence pour venir travailler, on fait comment? On compte sur les autres pour faire le boulot à la place. Ben oui, mais les autres, il n'y en a plus, puisqu'on a réduit les effectifs. C'est-à-dire que là, dans toute la chaîne, tous les maillons d'une chaîne, où il fallait 2, 3 ou 4 personnes, mais avec le temps, pendant 10 ou 15 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On en a viré la moitié. Et on a compté sur ceux qui restent, sur leurs compétences, leurs connaissances, en jouant un petit peu la carotte de la petite augmentation de salaire, de la petite prime de fin d'année. Quand à la limite, les budgets peuvent le permettre. Parce que je pense que vous connaissez tous aujourd'hui des salariés qui espéraient avoir un petit quelque chose en retour de leurs investissements, de leur temps donné à l'entreprise, et qui au final reçoivent en cadeau de Noël un parapluie ou un pins avec un merci, une petite tapote sur l'épaule. Logique. Donc tout ça pour vous dire que ce qui est en train de se passer, tout bouge assez rapidement, et ils sont en train de tout faire pour vous empêcher de voir ce qui est en train de se fissurer. Et pour revenir à cette affaire de Kevin Spacey, je pense que sur les réseaux sociaux, on va très rapidement voir des gens qui vont tout de suite essayer de s'émouvoir, de s'offusquer,
oui, la justice américaine, c'est de la merde, on sait qu'il est coupable, on sait qu'il a fait du mal, et du coup on remet ce personnage en liberté, etc. Et vous allez avoir certainement des gens qui vont vouloir le chasser, qui vont lancer presque des fatwas contre lui. Les sociétés occidentales sont malades. J'espère que vous en êtes conscients. Et ces sociétés occidentales aujourd'hui, elles sont à un stade de leur existence dans l'histoire où soit nous reprenons les rênes, soit nous décidons de reprendre les rênes, soit nous faisons en sorte de reprendre les rênes. Ou sinon, vous allez subir. Nous allons subir. Nous allons subir une décadence de toutes ces valeurs démocratiques, de progrès, de liberté, de droits de l'homme. Parce que de toute façon, ceux que l'on a laissés aux commandes aujourd'hui n'auront pas le choix de vous les supprimer pour mieux vous contrôler. Et d'ailleurs, vous le voyez. Tous les jours, on a des informations qui nous viennent des quatre coins du monde sur la digitalisation, la numérisation, les cartes, les puces, tous ces éléments, toutes ces volontés, décisions politiques qui va consister à essayer de mieux contrôler pour mieux vous empêcher d'être libre. Alors vous serez libre sur le papier, vous serez libre selon les constitutions, mais en réalité, si demain la banque décide ce que vous avez le droit de faire avec votre argent, d'ailleurs, nous avons récemment, je crois, Darmanin, qui s'était vertué à nous expliquer que ça y est, ils vont mettre une loi qui empêchera les prestations sociales d'être versées sur des comptes de pays étrangers hors Union européenne. On va comprendre tout de suite, hein, c'est tous les gens qui reçoivent des prestations sociales et qui les font verser sur des comptes au bled. Hein, voilà ce que ça veut dire. Au pays. Est-ce que vous croyez franchement que les gens qui versent de l'argent dans leur famille à leur pays le font via des virements bancaires? Parce que ça fait déjà depuis longtemps que de toute façon vous ne pouvez pas le faire. Ou quand vous le faites même sur, alors je crois que c'est 600 €, un grand maximum que vous pouvez faire sans qu'on vienne vous emmerder à savoir pourquoi vous l'envoyez à tel endroit, pourquoi vous l'envoyez à telle personne, etc. Mais par exemple, si vous voulez aider quelqu'un, un membre de votre famille qui a des problèmes, etc., si vous voulez envoyer 1000 ou 1500 €, vous ne pouvez pas le faire. Ou alors vous allez pouvoir le faire, mais ça va être un parcours du combattant administratif. Parce qu'ils vont vouloir savoir à qui vous l'envoyez, pourquoi vous l'envoyez, des justificatifs, savoir si la personne à qui vous l'envoyez, elle est bien malade, si elle a bien des besoins, si elle a bien des problèmes, une certification sur l'honneur que vous envoyez bien l'argent à la personne sur un compte qui existe bien, etc. L'étau se resserre. Et l'étau va se resserrer de plus en plus quand ils vont commencer à supprimer l'accès ou le paiement en argent liquide, donc argent digital, argent numérique, superbement contrôlé, et voire même, et ça je pense qu'on en reviendra dessus dans une prochaine vidéo, une vidéo future, pour ceux qui viennent de débarquer et qui peut-être ont besoin d'être un petit peu sensibilisés à ces aspects, voir arriver sous un aspect particulier, excusez, parce que c'est l'heure, eh bien une sorte de crédit social, pas forcément peut-être un crédit social à la chinoise, mais soyons clairs, ceux qui critiquent ce qui se passe en Chine, en réalité sont les premiers à rêver de le voir arriver en France pour mieux vous contrôler. Contrôler l'opinion, contrôler la pensée, contrôler les réfractaires, contrôler la population d'une manière générale, de telle manière à ce qu'ils puissent obtenir et convenir d'un pouvoir absolu. Pouvoir absolu, évidemment, qui sera planqué sous les manteaux de la démocratie. Parce que ça, c'est quelque chose que je pense que certains d'entre vous se sont rendus compte. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que la démocratie, c'est un truc qui est sur le papier. C'est un truc qu'on met en application par des lois, par des textes, par des règles, par des principes, par des valeurs, par une
culture. Et que s'il y a bien un pays en particulier qui doit être dressé, qui doit être soumis, parce qu'il a ces notions de démocratie, ces notions de droit, du droit humain, de disposer de lui-même, de la liberté de penser, de la liberté d'expression. C'est bien la France. Donc comprenez bien que si on réussit à détruire l'État-nation, à soumettre la France et son peuple, eh bien c'est game over. Parce qu'il n'y aura aucun autre pays qui aura les moyens de résister aux mondialistes. Sur ce, nous verrons ce qui se passe avec Kéline Spassé, nous verrons ce qui se passe avec cette affaire de Pfizer, et nous attendrons le prochain gamin qui se fera trucider, poignarder, décapiter, lyncher, jeter dans une rivière ou laissé sur le bitume sans que personne ne vienne en aide, qui finira paraplégique, tétraplégique, handicapé, voire même mort. Sur ce, bon courage et à la prochaine.